Bienvenue à tous les aventuriers intègres du porte-à-porte dans ce nouveau podcast dans lequel je vais répondre à une question qui m'a été posée par Chris sur Facebook, sur la page Porte-à-Porte Master. Je m'appelle Jean-Baptiste Boulic, je suis expert en porte-à-porte. J'ai pratiqué pendant 7 ans cette discipline, cet art. J'aime bien l'appeler un art, parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui allie à la fois la technique et la créativité, la personnalité de chaque personne qui fait du porte-à-porte. Alors, dans ce podcast, je vais répondre à cette question et je vais vous lire la question qui m'a été posée par Chris. Déjà, merci beaucoup pour cet audio de formation. Je cite Chris. Je mettais déjà presque tout en pratique, mais la partie sur les noms m'a beaucoup aidé pour le courage de ne pas lâcher. Petit smile qui sourit. Je prospecte 5 heures par jour, car le porte-à-porte est mon atout numéro 1 pour mon travail. Félicitations à toi Chris, parce que 5 heures par jour, c'est une très belle performance. C'est déjà, ça demande une énergie très très importante, donc j'imagine que tu dois être quelqu'un de fort et qui a une très grande présence et une très très belle énergie physique. Ce qui est drôle, c'est que je ne vais pas pour vendre des produits ou autres, mais pour acheter des choses, car je suis antiquitaire brocanteur. Ma question est, avez-vous déjà pensé à ma situation qui est légèrement différente vu que j'achète des choses? Si oui, avez-vous des conseils supplémentaires pour m'aider dans mon entreprise? Alors voilà 2 belles questions, hyper intéressantes. Et Chris, je te remercie vraiment de me l'avoir posée. C'est tellement important de poser des questions, puisque c'est de cette façon qu'à la fois on évolue, on avance dans le métier, dans n'importe quelle discipline, mais particulièrement aussi dans le métier du porte-à-porte et de la vente, ou de l'achat, puisque là la question est vraiment intéressante. Alors, à cette question est-ce que j'ai déjà pensé à cette situation où le porte-à-porte pourrait être utilisé pour acheter plutôt que pour vendre? Et bien Chris, quand j'ai lu cette question au départ, je me suis dit, non, j'y ai jamais pensé, puisque moi, j'utilisais le porte-à-porte pour vendre. Je vendais des systèmes d'alarme, j'ai vendu aussi de l'énergie, des économies d'énergie. Et quelque part, sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais répondre à ça? Je vais lui répondre non, tout simplement. Je vais te répondre non. Et avec la réflexion, je me suis rendu compte que quand j'ai lancé Porte-à-Porte Master, quand je me suis posé la question de me reconvertir dans la formation, dans le conseil, le coaching, le conseil, l'une des plus grandes motivations, au fond de moi, c'était d'une part de quitter déjà la vente. J'en avais marre de vendre un produit qui manquait de sens au bout d'un moment pour moi, ou qui m'enfermait finalement dans un seul produit. Et par contre, j'avais gardé ce plaisir de la rencontre de l'autre que je trouvais en porte-à-porte, et également de cette puissance qu'est le porte-à-porte dans sa capacité à transformer ou à proposer et à fonctionner quand il est bien appliqué, quand les techniques sont bien appliquées. Dans l'audio de la formation 1 heure gratuite que j'offre sur prendre des rendez-vous en porte-à-porte.fr, je donne les techniques pour réussir à faire en sorte que la méthode fonctionne, que ça fonctionne pour quelqu'un qui fasse du porte-à-porte. Mais ce qui est important, pour moi en tout cas, ce qui est important et ma réelle motivation, et je pense que c'est une motivation qui doit être prise en compte lorsqu'on va faire du porte-à-porte, c'est le pourquoi on fait le porte-à-porte. C'est quelle est notre mission à travers le porte-à-porte. Quel est le produit qu'on vend et en quoi ce produit peut changer le monde et changer les personnes à qui on va le proposer. Ma motivation à faire porte-à-porte master, elle est venue du fait que dans mon esprit, le porte-à-porte n'était pas fait que pour vendre. Il était aussi fait pour aller communiquer, transmettre une idée. Le porte-à-porte, il permet en fait de transmettre n'importe quoi à une personne qu'on ne connaît pas. Et c'est là où moi j'ai
vraiment la sensation, le sentiment que le porte-à-porte est quelque chose, un système, un vecteur commercial, mais à la fois de transmission de valeurs qui est extrêmement importante et qui a du sens. Par exemple, prendre un exemple concret, mais une association qui aurait pour objectif d'aider de manière locale des gens peut-être à sortir d'une certaine misère ou à aider des personnes âgées à peut-être s'ouvrir aux autres, faire la promotion d'une action locale contre des pesticides ou pour de la permaculture, ou peut-être aussi comme Chris, moi je trouve que ça a beaucoup de sens ce que tu fais, parce que la brocante, l'Antiquité, c'est aussi donner l'opportunité à des gens finalement qui sont chez eux, qui sont coupés d'internet, qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer vers l'extérieur, et d'avoir une personne qui vient et qui va peut-être proposer d'avoir des compléments de revenus en achetant des biens d'Antiquité que lui va pouvoir revendre avec une valeur ajoutée, avec un prix un peu supérieur. Et si en plus c'est fait avec beaucoup de bienveillance, avec de l'intégrité, je pense que ça a beaucoup de sens d'aller acheter, en tout cas chez une personne. Maintenant, la problématique, et je vais en venir à la réponse sur quel conseil je pourrais donner à quelqu'un qui achète plutôt qu'il vend. Je crois que la problématique, elle est exactement la même que dans la vente. Dans la vente, on rencontre une problématique qui est celle de gagner la confiance d'une personne à la porte. Quand on arrive dans un quartier, quand on arrive dans une rue, quand on va frapper à une porte, qu'on a un produit à vendre, que c'est le meilleur produit du monde, que ce produit-là on sait en tant que vendeur, qu'il va apporter vraiment de la valeur ajoutée à une personne qui pourrait avoir un manque, un besoin, des frustrations. Si je prends l'exemple par exemple des alarmes, moi quand j'allais en porte-à-porte, j'y allais avec cette conviction que mon produit allait pouvoir rassurer, sécuriser une famille. Parce que je savais à quel point un cambriolage pouvait détruire le sentiment de sécurité à l'intérieur d'un foyer. Parce que je l'ai vu, j'ai vu des familles cambriolées, j'ai vu des enfants être terrorisés, j'ai vu des parents ne plus savoir comment faire pour rassurer leurs enfants. Et je sais que l'alarme est un produit qui peut vraiment, vraiment répondre à des problématiques de sécurité pour des familles. Et j'y allais avec cette conviction-là. Quand on va donc en porte-à-porte pour vendre un produit dans lequel on croit, on va quand même être confronté à la barrière de l'inconnu. C'est-à-dire que les gens, l'humain, et c'est un problème neurologique, les neurosciences le démontrent aujourd'hui très bien, le cerveau reptilien, la partie reptilienne la plus archaïque de notre cerveau, est programmé pour se méfier de l'inconnu, est programmé pour se mettre en mode défensif lorsqu'un inconnu vient frapper à notre porte. Et c'est pour ça que le porte-à-porte est si mal vu. C'est parce que la plupart du temps, le cerveau est violé quelque part, ou en tout cas mis à l'épreuve dans sa capacité à accepter l'inconnu. Notre société ne nous facilite absolument pas la tâche, parce qu'on est conditionné à se méfier des inconnus, que ce soit par nos sociétés nationalistes ou les frontières qu'on se met, ou les journaux à la télévision, etc., etc. L'humanité est faite de cette façon aujourd'hui, en tout cas notre humanité occidentale, particulièrement en France, en Suisse, en Belgique. C'est pourquoi il est important, il faut prendre conscience de ce fait-là, qu'on va être rejeté quand on va vendre un produit en porte-à-porte. Et donc la grande difficulté pour un vendeur en porte-à-porte va être de gagner la confiance, de venir rassurer ce cerveau reptilien, de venir le manipuler de façon bienveillante. Et j'utilise le mot manipuler parce que on est souvent catalogué, lorsqu'on fait de la vente, de manipulateur. Et pourtant c'est un vrai mot, on est réellement manipulé. Moi quand je vais
dans un magasin, acheter des habits. J'attends que le vendeur me manipule. Quand je dis manipuler, c'est qu'il me convainc que je fais le bon achat, qu'il me trouve le bon achat. Et si on rentre dans le détail de qu'est-ce qu'un bon achat pour moi, c'est extrêmement subjectif. Et est-ce que j'ai bien fait d'acheter ce produit? Peut-être que non, peut-être que oui, mais ce qui compte pour moi, c'est que j'ai le sentiment d'avoir fait un bon achat. Ça, c'est très très important. L'important pour le vendeur, c'est de vendre un produit intègre, qui soit solide, qui soit valable et pas du bullshit. Ça, c'est le problème du vendeur, c'est pas le problème de l'acheteur. L'acheteur, lui, ce qu'il veut, c'est faire un bon achat. Donc le vendeur, lui, doit, avant de trouver le meilleur produit du monde, et c'est la première étape, trouver un excellent produit. Et la deuxième étape, c'est de manipuler son client pour lui vendre ce produit. C'est très important parce que si vous ne manipulez pas vos clients, si vous ne manipulez pas les personnes que vous allez voir, eh bien vous serez beau avoir le meilleur produit du monde, vous serez incapable de le proposer, de le vendre. C'est ça la force du marketing. C'est donner de la force à la fois au meilleur produit, mais au pire. Et c'est bien là le problème. Chaque situation a son revers. Donc quand vous allez vendre, vous allez devoir manipuler la personne pour qu'elle ait confiance en vous et vous laisse rentrer, vous laisse vous exposer votre produit. Et là, vous allez devoir être bon dans la vente. C'est encore un autre problème. Dérouler un plan de vente, avoir conscience de toutes les étapes importantes de la vente. Mais ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Dans le cas d'un acheteur, prenons l'exemple de Chris qui va aujourd'hui dans un quartier et son objectif est d'acheter des produits d'antiquité, des biens qui sont stockés dans les greniers, que j'imagine en tout cas stockés dans des greniers, stockés dans les garages, stockés peut-être dans les armoires de papier et mamie. Eh bien, la problématique va être absolument la même. Car mettez-vous dans la situation de quelqu'un qui est chez lui tranquillement, quelqu'un vient frapper à sa porte, qu'est-ce qui va se passer dans son esprit? Il va avoir ce même sentiment qu'un inconnu, probablement un inconnu, peut-être quelqu'un de la famille, en tout cas il le saura que quand il aura ouvert la porte, mais jusqu'au moment où il va ouvrir la porte, il va être dans une phase de tension, une phase où il ne sait pas qui est derrière la porte. Et à partir du moment, dans la seconde où il va ouvrir la porte, il va y avoir tout un système inconscient extrêmement rapide qui va lui dire si oui ou non il peut faire confiance à cette personne, si oui ou non il doit se mettre en mode autiste, s'il doit fermer tous ses canaux sensoriels pour se mettre en mode sécurité, en mode défensif. Et si en ouvrant la porte il voit une personne, un inconnu, qu'il soit acheteur ou vendeur, la situation va être exactement identique. Il va falloir que cet acheteur ou ce vendeur le rassure, le mette en confiance, lui pose les bonnes questions rapidement pour détecter si cette personne, d'une part, pourrait être intéressée de vendre certains de ses biens, déjà de savoir s'il en a, s'il serait très se débarrasser, etc. Et toute la difficulté va être aussi importante parce que vous ne laisserez pas un acheteur entrer chez vous si vous ne savez pas pourquoi il est là. Moi, les premières peurs qui me viennent quand je parle d'un brocanteur qui viendrait chez moi acheter quelque chose, c'est est-ce que ce type ne va pas essayer de m'arnaquer en me surévaluant ou sous-évaluant les biens qu'il va me proposer. Donc j'aimerais être rassuré sur ces points-là. J'aimerais déjà, est-ce que j'ai besoin, est-ce que je sais d'ailleurs si j'ai des choses à vendre? Est-ce que je sais si j'ai besoin d'argent? Est-ce que je sais si je veux me séparer de ces biens-là, etc., etc. Il y a beaucoup de peur en fait. Est-ce que cette personne ne vient pas juste me proposer d'acheter et en fait elle va rentrer chez moi et me voler discrètement de l'argent de poche? Toutes ces peurs-là, elles sont dans l'esprit des gens qui ont affaire à des vendeurs en porte-à-porte ou des acheteurs en porte-à-porte. Alors Chris, voilà pour répondre à ta question, j'y avais pensé sans y avoir pensé. Mais je pense que les conseils que je pourrais te donner, c'est d'être très attentif à quelles sont les frustrations et les besoins que tu viens combler. Et surtout être très attentif à la façon dont tu vas réussir à rassurer la personne. Pour les frustrations et les besoins, je développe rapidement ce point-là qui me semble important. La question est toujours la même, mais quand tu viens acheter un bien, toi tu viens répondre à un besoin qui t'est personnel à toi. L'erreur que font beaucoup de vendeurs en porte-à-porte, c'est d'expliquer pourquoi
en quoi leur produit est le meilleur du monde, en quoi le produit est extraordinaire pour eux, en quoi le produit est blablabla et blablabla. Ils oublient en fait de se mettre à la position de la personne qui ouvre la porte et de comprendre exactement quels sont ses besoins à lui là maintenant. Et la plupart du temps, ils sont très différents d'un côté ou de l'autre de la barrière. Dans le cas de la brocante, par exemple, ça mériterait d'être poussé, d'être encore réfléchi, phosphoré un peu plus, mais ce qui est important, c'est pour la personne qui pourrait éventuellement avoir besoin d'un acheteur d'antiquités, c'est peut-être en ce moment un problème de place dans sa maison. Il y a son garage qui s'entasse de vieilleries. Il y a peut-être, je pense à un décès dans la famille, et du coup une maison qui est à vendre, où il faut débarrasser le garage, le grenier. C'est peut-être également un problème d'argent en ce moment. Peut-être que la personne, elle finit difficilement ses fins de mois et que peut-être arrondir ses fins de mois, c'est un vrai besoin en ce moment. Et c'est une vraie frustration de ne pas pouvoir s'offrir de belles vacances, etc. Donc vous pourriez très bien attaquer les questionnements sur est-ce que vous avez pensé faire un voyage cette année par exemple. C'est une question qui est à 100 000 lieues de est-ce que vous avez des antiquités dans votre garage. Mais en fait, vous venez attaquer une frustration plutôt que de répondre à votre besoin à vous de vendeur, d'acheteur. Et ça, c'est très très important, puisque en posant cette question-là, vous allez déjà créer une conversation sur un thème, vous allez détourner finalement l'attention de la personne sur une problématique qui lui est personnelle. Vous allez faire un petit peu rêver, et puis est-ce que vous avez suffisamment pour pouvoir, est-ce que la question pourrait venir derrière de est-ce que ça vous intéresserait de pouvoir vous offrir un voyage sans dépenser d'argent. Là, la personne va être complètement intriguée par votre promesse. Et elle va vous dire, oui, et comment vous faites ça, vous ? Et là, vous pouvez rentrer, elle vous pose la question et elle vous invite du coup à répondre à cette question. Et à partir du moment où c'est elle qui vous pose une question, le dialogue est ouvert. La confiance est instaurée et son attention, son cerveau reptilien est déconnecté de ses peurs archaïques. Elle vient se reconnecter au cerveau limbique, émotionnel, qui vient se connecter au cerveau rationnel, frontal, qui est donc celui à qui vous allez pouvoir communiquer de manière rationnelle. Puisque quand vous allez ramener en fait la conscience au niveau frontal, au niveau rationnel, vous allez pouvoir enfin expliquer les choses de manière structurée et de façon tout à fait logique. Et quand vous êtes là pour acheter, vous allez pouvoir donc expliquer la raison de votre présence. Vous allez pouvoir expliquer les clients qui ont déjà fait confiance, qui vous ont déjà fait confiance autour de vous. Vous allez pouvoir expliquer peut-être les gains que vous avez permis de faire à certaines personnes, l'espace que vous avez permis de gagner dans certaines maisons. Vous allez pouvoir argumenter finalement et amener plein d'arguments qui vont rassurer la personne, lui permettre de se projeter et lui permettre aussi à un moment donné de vous ouvrir la porte et de vous faire découvrir les différents biens qui pourraient vous intéresser vous. Voilà. Je pense que ce sont les conseils que je donnerai de façon intuitive. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous pensez qu'il y a certaines que vous avez déjà aussi proposé, par exemple, plutôt que de vendre en porte-à-porte, d'utiliser le porte-à-porte pour d'autres solutions, pour d'autres fonctionnalités que de la vente, mais comme par exemple crise de l'achat. Ou également, pourquoi pas, des associations pour promouvoir une idée, pour promouvoir peut-être une action locale, pour tout type en fait d'action. Et partagez cette expérience, mettez-la en commentaire. Pourquoi pas partager ce podcast aussi à des personnes qui se posent la question d'utiliser le porte-à-porte comme vecteur d'influence et comme vecteur de développement de leur activité, que ce soit lucratif ou non lucratif. Et surtout, posez-moi des questions, s'il vous plaît.
Posez-moi des questions sur les difficultés que vous rencontrez, sur les frustrations que vous rencontrez, sur les solutions que vous aimeriez trouver, que ce soit dans la motivation, dans la technique, dans l'aspect psychologique, peut-être dans l'aspect développement même de votre entreprise. Il y a des questions qui peuvent se poser également au niveau de est-ce que je dois faire du porte-à-porte ou du marketing web. Voilà, je vais répondre à cette question dans un nouveau podcast. Et en attendant, je vous remercie de l'avoir écouté et je vous invite à télécharger et à suivre aussi l'audio de formation gratuite d'1 heure que j'ai mis sur le site prendre des rendez-vous en porte-à-porte.fr. À très bientôt, les aventuriers intègres du porte-à-porte.